Bon, on va pouvoir donner le top départ de la conférence. Merci beaucoup d'être là de façon aussi matinale. C'est courageux. On va essayer on va commencer, je pense que ça fera venir un peu tout le monde aussi. Donc le nom de notre atelier aujourd'hui, c'est la mobilité des seniors sécurisés, formés et accompagnés. Bon, on sait que la mobilité, en fonction de l'âge, il y a quand même des impacts assez directs avec l'apparition des différentes fragilités. On ne se déplace pas effectivement à 20 ans et à 75 ans de la même façon. Ça implique beaucoup d'adaptation, notamment de la société. C'est ce qu'on va essayer de voir un peu aujourd'hui, avec des points de vue finalement assez différents qui permettront, je l'espère, d'avoir une vision un peu complète sur notre sujet. Donc je vais peut-être présenter les personnes avec qui on va pouvoir échanger aujourd'hui, donc dans l'ordre de leur apparition sur la table. Donc Gérard Enja, tu es responsable ECF, le LEM. Tu pourras nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est. Tu travailles globalement sur la question de la formation de la mobilité, notamment des personnes les plus âgées et de tout âge par ailleurs. Stéphanie Lopez-Azevedo, tu es directrice économique et technique à l'Union des transports publics et ferroviaires, UTPF. Tu pourras nous expliquer aussi un peu plus largement ce qu'est l'UTPF. Est-ce que du coup on y fait, parce que je suis également membre de cette organisation, pour les seniors. Michael Briquet, vous êtes physiothérapeute, directeur général de Senioralis. Merci Julie, vous pourrez nous en parler juste après. Et Pierre-Olivier Lefebvre, donc, directeur général du réseau francophone des villes amies des aînés. Voilà. Que font nos délégués généraux, absolument. Délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés, un réseau avec lequel nous travaillons également beaucoup. Donc la mobilité des seniors, vaste sujet, d'autant que l'on sait qu'on a aujourd'hui une transition démographique qu'il est nécessaire d'anticiper de la part de la puissance publique. Donc le graphique que vous voyez à l'écran vous présente un petit peu les différentes projections en termes de part de la population qui seront donc des personnes de plus de 65 ans. On sait que dans la décennie 2020-2030, on aura une augmentation de 50% du nombre de personnes de 75 à 84 ans. Donc on passera de 4 à 6 millions. Évidemment, cette transition démographique qui est inéluctable, en tout cas, aura des impacts conséquents pour la société, et notamment son nécessaire adaptation. En ce qui concerne les seniors et leur mobilité, on a quand même des enjeux à prendre en compte assez importants. On parle aujourd'hui, donc, quand on parle des plus de 65 ans, d'une génération qui est habituée très largement à l'usage de la voiture. C'est une génération qui a grandi, évolué dans un monde effectivement qui s'est beaucoup tourné autour de l'automobile. Donc on a aujourd'hui 75% des seniors qui en font leur mode de déplacement principal. Et ça monte à 84% si on considère les petites aires urbaines, donc les petites villes effectivement, où souvent le réseau de transport alternatif est un peu moins dense que dans les métropoles évidemment. On sait que les différentes fragilités liées à l'âge arrivent généralement progressivement et ça pose effectivement des enjeux dans la mobilité. On sait qu'on a 60% des seniors qui aujourd'hui ont peur d'être bousculés dans les transports collectifs. Voilà, qui peut-être... on en reparlera juste après justement. Est-ce que c'est quelque chose de... est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on peut y travailler ? C'est toute la question. Et on a également aujourd'hui un enjeu de transition numérique. On sait qu'on est sur un monde de plus en plus connecté. Et malgré des usages qui progressent effectivement chez cette population senior, la dématérialisation est encore perçue comme assez difficile à maîtriser pour 42 à 52% des seniors. Bon, le 42 à 52, je vous le détaille un petit peu pour bien comprendre. Quand on parle de 42%, on parlera donc des plus de 65 ans et 52% des plus de 75 ans. Voilà, donc effectivement, plus on est âgé, plus cette transition numérique, elle est perçue comme difficile à maîtriser. Ça pose évidemment des enjeux dans un monde où, effectivement, le numérique prend une place de plus en plus importante. Et donc, pour la puissance publique, les transports collectifs, les différents acteurs que nous sommes autour de la table, ça constitue des défis à relever. Donc, comment est-ce qu'on peut rendre aujourd'hui les alternatives à la voiture individuelle attractives et adaptées ? Parce que la voiture individuelle, on pourra en parler juste après, notamment avec Gérard, pose des enjeux, évidemment, on connaît de saturation, de pollution de l'air, mais également des enjeux cognitifs. On sait que la conduite peut devenir difficile avec l'apparition des fragilités. Donc comment est-ce que ces différentes alternatives peuvent se montrer adaptées et attractives ? Gros enjeu pour notre secteur. Comment est-ce qu'on peut mieux anticiper l'apparition des fragilités qui du coup ne permettent plus l'usage de la voiture ? Comment est-ce qu'on les s'anticipe ? Comment est-ce qu'on les voit venir ? Et comment est-ce qu'on s'y adapte ? Et comment est-ce qu'on maintient, parce que c'est quand même l'objectif final qu'on se donne, une mobilité autonome et durable, qui est la condition sine qua non de l'autonomie. Pour les personnes, pour les personnes âgées, pour les seniors, l'autonomie est un enjeu fondamental. Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une vie sociale, affective, épanouissante ? La mobilité est la condition première. Il faut pouvoir
sortir de son logement, se promener, rencontrer des gens, des amis, voilà, se rendre au commerce, à ses activités, demande quand même une capacité à se déplacer. C'est dans cette perspective que nous avons avec trois acteurs, l'UTPF, l'Union des transports publics et ferroviaires, la filière France Silver Economy et le GART. Le GART, pour information, c'est le groupement des autorités responsables de transport. Donc c'est les collectivités qui ont pour responsabilité l'organisation du transport collectif et des mobilités en général sur leur territoire. Je profite de cette slide pour vous montrer du coup ce guide que vous pourrez récupérer à la sortie de cette conférence, qui a pour objectif, mais Stéphanie nous en parlera plus largement, qui a pour objectif d'aider la puissance publique à mettre en place des bonnes solutions pour les transports collectifs, pour les rendre davantage adaptés, attractifs, et pour en faire une solution qui ne soit pas finalement une solution de remplacement, une solution un peu secondaire, une solution qui serait un peu subie, mais en faire un vrai mode attractif pour tous et toutes, et a fortiori pour les personnes seniors. Donc je vais pouvoir commencer tout de suite par donner la parole à Stéphanie. Est-ce que, Stéphanie, tu peux nous parler un peu davantage de ce guide, peut-être nous rappeler un peu ce qu'est l'UTPF également, et quels sont les grands enseignements que nous avons pu obtenir lors de la réalisation de cet ouvrage. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Ça fonctionne. Ok. Merci Alice. Donc l'Union des transports publics et ferroviaires, c'est la fédération patronale des opérateurs de transports publics urbains, donc ceux qui opèrent les bus, les tramways, les métros, plutôt dans les villes, dans les agglomérations, et les opérateurs de transport ferroviaire, que ce soit marchandises, voyageurs ou gestionnaires d'infrastructures. Donc nous, ce qui nous a amené à rédiger ce guide, c'est d'abord les résultats de notre observatoire. On fait un observatoire de la mobilité tous les ans et en 2024, on a décidé de l'axer sur le thème des générations. Et on a vu dans les résultats de cet observatoire des résultats qui nous ont interpellés. Notamment le sentiment d'attachement à la voiture, parce que comme Alice le signalait tout à l'heure, quand on parle des seniors, on parle d'une génération qui a grandi avec le développement, avec la démocratisation de la voiture. J'ai souvent tendance à dire qu'ils sont nés avec un volant dans la main, parce que c'est vraiment la génération de nos seniors aujourd'hui qui a pu acquérir une voiture individuelle et qui l'a complètement intégrée à ses usages. On avait des personnages politiques de plus haut point qui disaient que la ville devait s'adapter à la voiture. Donc la voiture, c'est quand même pas rien. C'est un marqueur social toujours, et c'est un élément constitutif de l'habitat, de l'urbanisme, de tout un tas de politiques publiques aujourd'hui encore. Et donc on a interrogé les seniors, toutes les générations, sur différents items, et notamment leur sentiment d'attachement à la voiture. Alors contre toute attente, malgré tout ce que je viens de vous dire, eh bien ce sont les seniors quasiment qui ont le sentiment d'attachement le moins fort à la voiture. Donc là, on a déjà été un peu étonnés par ces résultats. On s'est dit qu'ils étaient peut-être prêts à envisager d'autres solutions de mobilité. La mobilité, comme le disait Alice, c'est le droit des droits, parce que sans mobilité, vous restez chez vous, vous n'allez pas vous faire soigner, vous n'allez pas vous n'avez plus de vie sociale, vous n'avez plus de la mobilité des aidants aussi, c'est aussi la condition pour aller voir sa famille. Donc c'est un élément extrêmement important de la vie. Donc voilà, un attachement de la génération silencieuse, notamment, ils se disent extrêmement attachés à 47% à la voiture, alors que la génération Y et les milléniums, c'est les générations X, donc plutôt la mienne, ils sont attachés à 59 et 55%. C'est quand même assez contre-intuitif. Pour autant, quand on demande à nos aînés quelle est l'idée qu'ils associent en priorité à la voiture, c'est la liberté, clairement. Et là, l'écart générationnel, lui, c'est un gouffre, c'est-à-dire que la génération silencieuse, c'est 72% qui associe la voiture à la liberté.
Alors que les jeunes, c'est pas du tout ça. Les plus jeunes, c'est 50%. On n'a plus du tout cet imaginaire. On n'est plus du tout sur les pubs où vous avez une voiture qui roule dans des paysages lunaires avec personne qui traverse et personne autour et aucun embouteillage. Les jeunes sont pas du tout dupes de ce genre de publicité. D'ailleurs, elle ne s'adresse pas aux jeunes. Hein. Ceux qui achètent... L'âge moyen de l'acquisition d'une voiture neuve, c'est 56 ans. Hein. Donc, on voit bien qui on cible quand on fait ce genre de publicité. Et à raison, puisque ce sentiment de liberté est encore très, très, très associé à la voiture. Alors du coup, l'idée de ce guide, c'était de dire d'envoyer un autre imaginaire. De se dire, voilà, la liberté, ça peut aussi être utiliser des transports publics et les modes complémentaires. Hein. On parle de covoiturage, on parle de vélo aussi. C'est totalement complémentaire à l'usage des transports publics. Et du coup, voilà, l'idée de ce guide, c'était de montrer des bonnes pratiques pour donner envie, donner une autre perspective aux seniors, se dire, vous pouvez continuer à vous déplacer. Quand vous commencez à avoir des difficultés à conduire la nuit, sur certains longs trajets, il y a des alternatives. Et juste, comment on peut les rendre visibles. Donc, c'était l'idée de ce guide avec des exemples de bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire. On n'a justement pas du tout voulu orienter sur vous êtes vieux, vous avez du mal, on va vous donner des transports accessibles avec des rampes d'accès, etc. Pas du tout. Il y a des alternatives séduisantes qui vont vous offrir le même niveau d'autonomie que lorsque vous pouviez conduire votre voiture par tout temps et à toute période de la journée. Merci beaucoup. Je rappelle pour les personnes qui arrivent que ce guide est disponible évidemment à l'entrée pour les personnes qui souhaitent le récupérer et mettre en visibilité, en valeur des initiatives mises en place dans différentes villes de France. On pourra revenir plus tard avec Pierre-Olivier sur le sujet. Gérard, je me tourne vers toi. Donc, je n'ai pas précisé au départ, tu es également sociologue. Et au-delà effectivement des bonnes pratiques que l'on décrit dans ce guide, comment est-ce qu'on peut faire pour donner envie aujourd'hui à tous les publics et a fortiori au public senior de venir modifier, faire évoluer ces pratiques de mobilité? Comment est-ce qu'on peut les emmener vers un horizon entre guillemets positif, enviable, désirable pour leur mobilité qui ne soit pas effectivement synonyme de contrainte? Je te laisse la parole. Voilà, merci pour la question. Merci pour le titre de sociologue, mais je ne suis pas sociologue. Hein. Mais voilà, c'est sciences de l'éducation. Docteur en sciences de l'éducation, mais il n'y a pas de mot pour ça en réalité. Donc c'est sociologue, ça me va aussi. Mais l'intérêt de sciences de l'éducation, c'est qu'on s'intéresse justement à la manière dont les choses s'approprient, se construisent et se déconstruisent. Et dans la question, le mot envie que tu poses est intéressant, il est important parce que le moteur principal de l'apprentissage et du changement, éduquer, c'est apprendre et changer. L'objectif est vraiment de changer. Et le mot principal ou le moteur principal du changement, c'est l'envie, et une déclinaison peut-être encore plus intéressante que l'envie, c'est le désir, quoi. Donc, je pense qu'on a trop souvent considéré les seniors, et les enfants d'ailleurs aussi, comme des êtres uniquement de besoins, avec des besoins primaires, c'est s'habiller, se laver, bouger, et ainsi de suite, et on oublie les désirs. Finalement, les gamins ont déjà des désirs, ça se construit, et les seniors continuent à avoir des désirs tout le temps et jusqu'au bout. Donc, véritablement, l'intérêt de cette question-là, c'est de dire, intéressons-nous enfin aux seniors et aux désirs qu'ils ont, associons-les à tout ce que nous faisons, parce qu'on ne fait pas quelque chose pour les seniors. Et puis d'ailleurs, le mot senior est assez bizarre, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des seniors et tout d'un coup, on y est. Et puis on se dit, bah oui, déjà je suis concerné et tout ça, et j'aimerais pas qu'on décide à ma place. Donc j'ai envie de continuer à faire ce chose-là. Et peut-être juste une remarque par rapport à ce que tu disais, Stéphanie. C'est vrai que sans mobilité, pas de vie sociale, mais il n'y a pas que la mobilité, parce que sans amis, sans médecin, sans tous ces éléments-là, il n'y a pas de vie sociale non plus. C'est-à-dire avoir une voiture, je connais des seniors qui ont une voiture dans leur garage, qui pourraient ou qui savent l'utiliser, mais pour autant, ils n'ont pas de vie sociale parce qu'il manque tout un tas d'autres choses. La vie sociale, ce n'est pas seulement le déplacement. La vie sociale, c'est aussi le sens du déplacement, pourquoi je me déplace. Et puis, quand je suis gamin, parfois, je fais un tour en voiture juste pour faire un tour. Quand je suis senior, il faut aussi que je trouve du sens au déplacement. Merci beaucoup, Gérard.
donc, ah bien, Pierre-Olivier, mais il vient de sortir, donc je vais passer la parole plutôt à Michael sur. Mais on va pouvoir, ça tombe bien, pouvoir rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Gérard. Donc, dans notre guide, on a consacré une partie de cette réflexion à l'adaptation de ce qu'on appelle le matériel roulant. Grossièrement, c'est les bus, les tramways, les métros, tout ce qui circule. Et comment est-ce qu'on peut les adapter finalement aux différentes fragilités qui apparaissent avec le vieillissement. Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement aujourd'hui bien concevoir ce type de solution de mobilité, les fragilités étant évidemment des choses qui apparaissent progressivement, qui évoluent à travers le temps. Voilà. Et comment à la fois, quand on pense ces solutions, on ne va pas venir, et je reboucle avec ce que disait Stéphanie juste avant, stigmatiser un public senior en leur disant voilà, vous avez votre petit bus pour vous, etc. L'idée c'est quand même de faire ça de manière quand même inclusive, en incluant tout le monde et en permettant aussi des rencontres entre toutes les générations. Michael, je vous laisse la parole. Merci. Donc, moi, je suis ergothérapeute et ça fait maintenant plus de 25 ans que je travaille auprès de ce public senior et notamment à domicile. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de mieux accompagner effectivement toute une génération dans sa mobilité. Alors, quand on parle de senior, je voudrais juste rappeler que quand on est sportif, à 21 ans, on devient déjà senior. Voilà, quand on prend une licence senior, on a déjà 21 ans. Donc, voilà, de quoi parle-t-on quand on parle de seniors? Il y a des personnes de 80 ans qui sont encore très mobiles. Il y en a à 65 ans qui le sont beaucoup moins parce qu'ils ont déjà un logement qui ne permet pas la mobilité. Donc la mobilité, effectivement, elle est complexe. Elle est déjà le matin, on a tous la première mobilité, c'est de sortir de son lit. Et déjà, quand ça devient compliqué de sortir de son lit par soi-même, on est déjà entravé dans sa mobilité. Donc après, il faut sortir de chez soi et après, il faut aller prendre un transport. Et aujourd'hui, tout à l'heure, vous parlez, on se bouscule dans les transports. Bah, ça dépend à quelle heure aussi. Donc ça veut dire qu'il faut aussi adapter ces heures de sortie, comme on peut adapter ces heures pour aller faire ses courses dans les supermarchés. On sait qu'il y a des jours dans les supermarchés, il va y avoir plus de monde aux caisses qu'à d'autres moments. Et donc ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, changer les habitudes de vie. Adapter les transports. Pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a des solutions de transport qui sont déjà bien adaptées. Depuis la loi de février 2005, les transports en commun, alors je ne parle pas du métro parisien, mais la plupart des... parce que c'est historique aussi, hein, on peut toujours critiquer, mais voilà, il faut faire un peu d'histoire pour le comprendre. Mais si vous allez à Nantes, par exemple, vous avez des lignes de tramway qui sont très accessibles, vous avez des bus qui sont très accessibles. Donc au final, on n'a pas un problème d'accès au transport. Je ne crois pas. On n'a pas non plus de problème d'accès aux services de transport à la demande ou des services dédiés aux seniors. Même dans des coins très reculés en ruralité, vous avez toujours à un moment donné un service d'aide à domicile qui va proposer une solution de transport pour une personne. Donc les personnes, elles ont les solutions de mobilité. Par contre, ce qui manque, c'est déjà la connaissance du service. Et deux, c'est de concevoir que ces personnes n'ont jamais eu de problème dans leur vie. En fait, c'est des personnes qui, jusqu'à ce jour-là, c'est toujours les personnes âgées qui disent « Non, mais c'est pas pour moi, on verra plus tard ». Et puis un jour arrive le plus tard, mais on ne sait pas. Mais un jour, on est dans cette transition. Et cette transition, elle a souvent été mal préparée ou pas préparée du tout. Et donc, ce qui manque aujourd'hui dans cet univers de la silver economy, et si on le précise sur le sujet de la mobilité, c'est cet accompagnement dans les changements d'habitude de vie. Comment j'accompagne une personne qui, toute sa vie, a été libre en utilisant sa voiture ou en se faisant conduire par son mari, parce que c'est encore des schémas qui existent, et qui, du jour au lendemain, se dit, effectivement, j'ai la voiture dans le garage, mais je ne peux plus l'utiliser, ou je ne veux plus l'utiliser parce que, pour différentes raisons. Et elle se retrouve dans une situation de dire, mais quelles sont les alternatives ? En fait, j'en ai pas. Parce que oui, le bus, je ne sais pas comment il faut le prendre, parce que oui, le chauffeur va être brutal, je vais tomber quand il va démarrer. Il y a plein d'idées, ce que vous disiez dans votre étude. Hein. Et puis, de toute façon, il y a quand même la problématique de dire, pour prendre le transport en commun, il faut que j'aille à l'arrêt de bus, mais de chez moi à l'arrêt de bus, il y a 300 mètres. Je l'ai fait comment ? Parce que je n'ai pas la capacité pour marcher 300 mètres, puisque dans la commune, on a enlevé les bancs, par exemple. Parce qu'avant, je m'arrêtais, je m'asseyais sur un banc, puis je me reposais 5 minutes et je reprenais ma marche.
Il y a aujourd'hui des quartiers où on enlevait les bancs. Donc les personnes me disent je ne sors plus de chez moi. Dans des immeubles, par exemple, on a mis des portes lourdes pour des raisons de sécurité, pour des raisons incendie, etc. C'est normal, c'est des règles, c'est des normes. Sauf que ces normes sont faites contre la mobilité de certaines personnes, et notamment des personnes âgées fragiles. Donc au final, on entrave certaines mobilités, et ce n'est pas forcément l'objet lui-même qui roule qui est un problème, mais c'est comment on accompagne les personnes dans les modifications d'habitudes de vie. Et ça, c'est aussi une science. Gérard parlait de la science de l'éducation. Il y a aussi les sciences des occupations qui présentent bien que pour modifier une habitude de vie, il faut compter à peu près 60 jours. Donc, il faut accompagner une personne. Enfin, on le voit tous quand on se dit tiens, je vais me mettre au sport, tiens, je vais arrêter le tabac, tiens, je vais arrêter, je vais mieux manger, je vais faire un régime, etc. Il y a des personnes qui ont la volonté qui vont le faire seules. Et puis d'autres, c'est plus compliqué. Il faut se faire accompagner par un coach, par un diététicien, par un médecin pour le tabac, etc. Et ben, pour les personnes âgées, fragiles, c'est exactement la même chose. Il y a un besoin d'accompagnement. Dans l'éducation, les enfants, on les accompagne, il y a des expériences, les enseignants les accompagnent, les parents les accompagnent. Et quand vous modifiez une habitude de vie, vous êtes accompagné. Nous, dans les centres de réadaptation fonctionnelle, quand vous avez une personne accidentée de la vie, vous avez une équipe de rééducation qui accompagne les personnes dans les nouvelles habitudes, l'utilisation d'un fauteuil roulant, utiliser les transports en commun avec un fauteuil roulant, ça s'apprend. Quand on a 80 ans et qu'on décide d'arrêter la conduite automobile, il faut réadapter, avoir des séances de réadaptation pour accompagner les personnes, mais j'en parlerai tout à l'heure de ce qu'on a fait nous avec Merci Julie. Ok, merci beaucoup. Alors, Mickaël, vous m'avez donné une excellente transition à faire quand vous avez mentionné effectivement les fameux 300 mètres très complexes jusqu'à un arrêt de bus où effectivement, si on n'a pas des cheminements, des trottoirs adaptés assez larges, assez sécurisés, notamment ce qu'on appelle du mobilier urbain, donc des bancs, des endroits où on peut faire une petite pause, c'est quand même très complexe. Et donc là, on finit par arriver ce qui est entre les mains au final des collectivités et des villes qui ont là-dessus une responsabilité importante sur le fait de pouvoir permettre finalement cette mobilité. Donc ça me permet de me tourner vers Pierre-Olivier à ce sujet. Donc on retrouve notamment beaucoup de bonnes pratiques dans ce guide sont issues de villes qui sont elles-mêmes labellisées territoires amis des aînés. Donc c'est un réseau effectivement qu'aujourd'hui, donc vous êtes le directeur général, si je ne me trompe pas, délégué général, décidément ça ne rentre pas. Donc aujourd'hui, la mobilité, dans quelle mesure c'est une condition de réussite finalement de ces programmes Ville Amis des aînés, à quel point c'est important cette mobilité pour qu'une ville soit une ville finalement favorable aux aînés. Oui, bonjour à tous. Alors, la démarche Amis des aînés, alors c'est ville, village, département, région, je dirais c'est l'ensemble des collectivités qui doivent s'interroger en fait sur leur place et leur rôle par rapport à la mobilité. C'est un programme de l'OMS, c'est un peu ce que tu disais au début, c'est-à-dire comment on réfléchit à la transition démographique, non pas comment on l'anticipe, mais plutôt comment on s'adapte, parce que quelque part, c'est là, donc faut vivre avec. La première façon de vivre avec, c'est peut-être de ne pas opposer les générations et pas... alors je vais être un peu critique sur... j'ai toujours du mal avec les tableaux qui disent à telle époque ou dans tant de temps, il y aura tant de gens de tel âge. Parce que en réalité, si on fait les choses dans l'autre sens... quand on avait 65 ans en 1850 ou en 1950 ou en 2020, on n'était pas du tout le même avec le même âge chronologique. Et en fait, le vrai défi, il est d'abord là. C'est pour ça que ça s'appelle Amis des aînés au final. C'est comment on dit à des générations et non pas à une génération. Là aussi, c'est compliqué parce que... entre 65 ans et 100 ans, on n'est pas le même et du coup, tout ce qu'on vient d'entendre là, c'est pas la même façon d'appréhender le sujet. Mais comment on entend de la part du territoire qu'on n'est pas de trop, qu'on n'est pas un problème, qu'on est plutôt un citoyen et un habitant à part entière avec lequel on va faire un bout de chemin. Et peut-être que le deuxième sujet dont on a peut-être pas suffisamment abordé pour que tout ce qu'on met en place fonctionne, c'est d'envoyer le message qu'on peut s'imaginer demain en allant bien et en ayant de longues années à faire. Et tant qu'on ne fait pas ça,
au final, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire, mais aujourd'hui je vais bien, donc pourquoi voulez-vous que je me prépare à aller mal ? Et il y a presque des fois une façon de se dire que ça va nous porter malheur. C'est un peu comme les gens qui veulent pas préparer leur succession en se disant mais comme si c'était demain, tu veux me faire mourir. Et ben là, c'est un peu la même chose de dire mais pourquoi tu veux que j'imagine que demain je pourrais pas conduire, que demain je pourrais pas marcher, que on sera plus en couple et tout ça. Donc le premier travail à faire, c'est de se dire qu'on va durer longtemps. Et qu'en durant longtemps, on ne va pas avoir les mêmes habitudes, on ne va pas avoir les mêmes rythmes, on ne va pas avoir les mêmes besoins, on ne va pas avoir les mêmes repères, mais que ceux qu'on va inventer, ils vont être bénéfiques pour ma qualité de vie au quotidien et dans la relation sociale dont parlait Gérard. Et si on ne fait pas ce travail-là, au final, à chaque fois qu'on va mettre en place quelque chose, les gens vont nous dire c'est formidable. J'en parlerai à ma voisine qui est plus vieille que moi, j'en parlerai à mes parents parce que eux, effectivement, ce que vous dites, c'est une réalité. Et le vieux, c'est toujours l'autre qui va un peu moins bien. Et on se heurte à un problème de communication parce qu'on renvoie une image négative, volontairement ou involontairement, parce que quelque part même, quand on parle de mobilité des seniors, même si on dit qu'on veut en parler de façon positive, on renvoie quand même aux gens que ce n'est pas la même mobilité que les autres générations. Donc si on n'associe pas le fait que d'être senior, ça peut être génial à vivre pendant longtemps, on se fatigue, pas pour rien, mais en tout cas, il y a des gros trous dans la raquette pour toucher les gens et quelque part, pour qu'ils se disent que la gamme d'offres dont tu parlais, qui existe, effectivement, elle peut être pour eux et qu'elle a des qualités. Voilà. Après, le travail de la démarche Amis des aînés, c'est de faire un travail avec les habitants pour comprendre en fait qu'est-ce qui fait qu'on a usage ou pas usage de ce qu'on propose. Effectivement, les fameux 300 mètres, moi j'ai 62 ans, j'y arrive pas trop mal, sauf quand je me claque un muscle. Donc effectivement, c'est pas une question d'âge. Hein. Si on se casse la figure, tout d'un coup, on voit que les distances changent. Et que c'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Voilà. Et le rôle qu'on a au niveau des territoires, c'est effectivement de réfléchir à la voirie pour qu'on ne se casse pas la figure, donc au revêtement. Et donc là, il y a des fois des conflits d'intérêts. En particulier, là, dans le guide, on a beaucoup de villes, on va dire 100, 200 000 habitants, qui sont des villes classées, très jolies et tout. Donc vous avez l'architecte des bâtiments de France qui dit non, mais là, faut mettre telle pierre, il faut pas mettre tel truc, du pavé, machin et tout. Puis après, les gens y glissent. J'ai vu une ville il n'y a pas longtemps, par exemple, quelqu'un a porté plainte contre la métropole parce que ça avait gelé, qu'il était tombé. Et la ville, comme défense, elle a sorti le certificat comme quoi le revêtement était qualifié antidérapant. Voilà. Donc, c'est pas de ma faute. Et ça, c'est un vrai problème, en fait, de se dire que quelque part, on est en opposition entre acteurs. Parce que la personne, elle est tombée. Donc, quelque part, le truc, qu'il soit antidérapant ou pas antidérapant, il ne l'est pas quand ça gèle, quoi. Voilà. C'est une réalité. Donc, travailler sur ça, travailler sur les éclairages publics. En fait, se sentir en sécurité, de se dire je vois clair et je vais voir la petite marche, le petit truc, qui fait que je continue de me dire que je peux garder cette autonomie et cette liberté d'aller et venir sans que ça devienne un parcours du combattant. Mettre du mobilier urbain. Alors nous, moi je suis pas très banc, parce qu'en fait le banc, c'est un peu comme le frigidaire, c'est devenu une marque. Mais si vous mettez un assis debout qui permet de... Par exemple, moi j'aimerais qu'on bosse ensemble, on a déjà parlé. Moi je suis horrifié des bancs dans les abribus. Voilà. Ils doivent être normés depuis 1950, donc ils sont tous très bas. Et quand vous observez les personnes âgées, très âgées, elles ne s'assoient pas sur le banc parce qu'il est tellement bas que la question c'est pas de s'asseoir, c'est de se relever au moment où le bus il arrive. Voilà. Mais c'est comme les places dans les bus. Personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes, allez hop, tout le monde dans le même paquet, dans le même carré. Et puis si vous observez dans les heures creuses, comme tu disais, en fait on voit que les personnes les plus âgées, elles vont derrière la porte, là où c'est un peu plus haut, là où il y a une barre, parce qu'elles se sentent en sécurité, que c'est adapté à elles. Donc observer les usages et du coup peut-être faire bouger des choses et puis comprendre que quand on n'a jamais pris les transports en commun,
t'en as parlé, la dématérialisation des tickets et ainsi de suite. Moi, j'en peux plus de tous les acteurs qui disent « Mais si, regardez, c'est facile ». Regardez, vraiment, c'est facile. Sauf que quand on nous dit que c'est facile et qu'on n'y arrive pas, bah, ça veut dire qu'on est un peu con-con et donc on ferait mieux de rester chez soi parce qu'on est nul. Voilà. Donc en fait, en disant aux gens que c'est facile, bah, au final, on leur dit si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes de trop dans le système parce qu'un truc simple, vous n'arrivez même pas à le faire. Et ben moi je bouge énormément puisque c'est mon boulot et je peux vous dire que c'est pas facile. Il y a des villes, il faut biper avant de monter. Il y en a d'autres, il faut biper quand on est monté. Il y en a d'autres, on peut recharger avec sa carte bleue. Il y en a d'autres, il faut acheter un ticket qui n'est pas le même support, qui coûte des sous, qui coûte pas de sous, qui est rechargeable, qui n'est pas rechargeable. Et en fait tout ça, c'est une sorte de pression. Je disais en rigolant, des fois les gens ils ont peur d'être bousculés. Ils ont peur d'être bousculés parce que du coup ils n'ont pas le même rythme. Ils ont l'appréhension en fait de ne pas être en défaut. Et moi j'ai vu des vieux qui se faisaient bousculer parce que quand ils font bip avec le petit machin, le bip il est tellement court, pas fort, qu'ils ont peur de ne pas avoir payé et du coup ils restent devant, ils regardent le chauffeur comme ça d'un air de dire c'est bon, je peux y aller, je suis pas en défaut. Et du coup t'as tous les autres derrière qui nous font chier, les vieux, il ferait mieux quand même de monter dans les bus quand on n'y est pas, hein, grosso modo, c'est ça le message. Et moi je suis pour le choix. Donc je suis d'accord que si on a envie de ne pas être bousculé, on sait qu'à 10h du matin il y aura moins de monde qu'à 8h, mais que si j'ai besoin ou envie d'y être à 8h, j'ai aussi le droit, mais que du coup je dirais le confort entre guillemets il sera pas le même. Même chose pour moi j'aimerais vraiment qu'on évolue par exemple sur les cahiers des charges des DSP des transports en commun, parce qu'au final c'est pas le chauffeur de bus qui est une brute. Le chauffeur de bus il a un point A à un point B et il doit le faire en X minutes ou X secondes, et s'il le fait pas, à la fin, le délégataire, il a des pénalités parce qu'il n'aura pas respecté un certain nombre de choses. C'est comme ce qu'on entend dans nos trains parce qu'ils ne sont jamais à l'heure. C'est pareil. Et c'est pareil. Non, mais c'est quand même. Non, mais c'est important à dire. Et du coup, quand on met qu'on doit faire tant de voyageurs, kilomètres par an et ainsi de suite, avec tel timing, au final, on oublie qu'on a 20, 30, 40% de retraités, on va dire ça comme ça, parce qu'au final c'est plutôt une catégorie d'usage, qu'on ne prend pas en compte dans leur qualité de vie dans le transport. Je suis sûr que faites une enquête par exemple du nombre d'abonnés ou d'utilisateurs des transports en commun et interrogeons-nous pourquoi on continue de faire des choses par rapport au rythme des vacances scolaires. Voilà. Des fois c'est beaucoup moins important en termes d'utilisateurs, mais ce qui n'empêche qu'en période scolaire, vous avez 2 fois moins de bus parce qu'il n'y a pas les jeunes. Et le vieux qui a besoin d'habitude et de repères, de se dire à 10h02, je sais que mon bus y passe, si toutes les 6 ou 7 semaines, c'est pas 10h02, mais c'est 10h20, et puis qu'il n'y en a plus qu'un au lieu de 3, et ainsi de suite, au bout d'un moment, il se dit je sais pas, j'ai peut-être pas compris, il est peut-être pas passé, donc c'est pas fait pour moi, donc je reste à la maison. Donc en fait, tout ça, ça doit être des messages positifs avant qu'on invente d'autres choses. En n'oubliant pas que la première mobilité, c'est d'abord la marche à pied, avant les transports, je dirais qu'ils soient voiture ou transport en commun. Je suis bavard, je sais, donc je vais arrêter. Mais c'est fondamental qu'on se questionne en fait, sur nos domaines de compétences qu'on peut avoir, pour qu'ensuite ça redescende au niveau individuel et qu'on donne envie. Gérard, il parlait de ça, moi je vais plus loin, je dis faut qu'on travaille sur la question du plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Réponse effectivement dense mais extrêmement intéressante. Donc c'était un crève-cœur que de devoir te couper, mais effectivement il faut qu'on puisse avancer un petit peu dans cette table ronde pour parler. Puisse parler effectivement de ce projet d'expérimentation que nous avons entamé avec différents acteurs. Tu parlais du coup assez justement du fait de faire avec, et donc de faire avec les publics. Effectivement, nous, autour de la table, on a différentes casquettes, différentes spécialisations, on va dire, mais celle qu'on aura peut-être plus tard sans doute, mais en tout cas pas tout de suite, c'est l'expertise d'usage. Et ça, effectivement, c'est une expertise qui est entre les mains, comme son nom l'indique, des usagers. C'est un peu, si je ne m'abuse, en tout cas un peu la genèse de ce projet d'expérimentation.
qui va nous permettre en fait de pouvoir travailler sur ce moment un peu, je dirais, complexe et intime de l'apparition des fragilités que l'on a toujours envie de repousser à plus tard parce qu'effectivement c'est complexe d'assumer, de reconnaître qu'effectivement on est de moins en moins en capacité et qu'il faut donc par conséquent faire évoluer les pratiques et les habitudes. Mais c'est ce moment un peu sensible, un peu complexe que l'on a choisi en tout cas de cibler, le moment effectivement où voilà, l'arrêt de la voiture, ou en tout cas effectivement l'utilisation moins intense de la voiture et sur certaines plages horaires potentiellement, cibler ce moment-là pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut, dans ce moment-là où on est encore en capacité, je dirais peut-être de pouvoir apprendre de nouvelles choses, comment est-ce qu'on peut apprendre aussi à se déplacer un peu autrement. Donc c'est ce qui a permis de se faire se rencontrer tous ces acteurs différents. Bon, on va peut-être pas les citer, mais on a quelques-uns autour de la table. Donc merci Julie, avec toi. La filière France Silver Economy, l'UTPF, effectivement, moi et Stéphanie, ECF, École de conduite de France. Et évidemment, le réseau Ville Amie des aînés, on a également la Massif. Tous ces acteurs, du coup, nous sont effectivement embarqués pour pouvoir travailler avec un groupe de publics seniors l'évolution finalement de leur pratique de mobilité et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut aujourd'hui les aider, les embarquer dans un changement effectivement d'habitude, sujet complexe. Donc j'ai commencé par donner la parole à Gérard, donc pour le groupe d'auto-école ECF. Quand on pense aux auto-écoles, on pense plus généralement aux plus jeunes qu'aux seniors. Hein. C'est un passage de vie qu'on impute plutôt à la jeunesse. Donc pourquoi est-ce que ECF a choisi de s'impliquer dans ces travaux et donc plus précisément ce projet d'expérimentation, quel est le public visé et comment est-ce que ça va se dérouler? Alors, quand on pense école de conduite, on pense aux plus jeunes, on pense permis de conduire, mais sans doute à tort, parce que finalement, le permis de conduire, c'est qu'une étape et sans doute la moins importante de ce qu'on pourrait appeler un continuum éducatif. Là, on parle de sécurité routière, mais on pourrait parler de continuum éducatif, de mobilité qui commence bien plus jeune et qui se termine beaucoup plus tard. Donc l'école de conduite a un rôle parce que l'école de conduite, c'est aussi un endroit où il y a des gens qui accompagnent. On accompagne des publics, on intervient aujourd'hui de plus en plus dans les écoles, pas assez encore, mais on devrait le faire beaucoup plus. On accompagne avant le permis de conduire, on accompagne dans le post-permis et on accompagne assez naturellement les seniors. Juste peut-être une précision par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'on parle aussi beaucoup d'inclusion, c'est-à-dire l'accompagnement qu'on fait, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en demande de quelque chose, et parfois qui ne demandent rien d'ailleurs. Hein. Mais on accompagne les personnes, mais pensez qu'il y a toujours un double mouvement dans l'inclusion. Souvent, on limite l'inclusion à l'accompagnement, l'adaptation des personnes, mais la première définition de l'inclusion, c'est l'ouverture de la société aux personnes qui sont en difficulté et à tout le monde. Enfin, je ne parle même pas de personnes en difficulté, l'ouverture de la société à tout le monde. Et donc, il faut trouver un équilibre parce que, quoi qu'il arrive, elle ne pourra pas s'ouvrir aussi largement qu'on le voudrait. Donc, il faut continuer à adapter. Mais grosso modo, une société qui ne bougerait pas condamnerait les personnes à devoir faire de plus en plus d'efforts et à un moment, c'est normal qu'ils n'y arrivent pas. Donc, il faut penser à ce mouvement-là. Alors, nous, on est plutôt du côté de l'adaptation des personnes. Donc, pourquoi l'école de conduite française ou les écoles de conduite s'intéressent au sujet? Parce que c'est les seniors, c'est aussi la cible d'un accompagnement nécessaire parce que aller sur l'espace public, qu'on soit conducteur, qu'on soit piéton, qu'on soit à vélo, quelle que soit la situation, finalement, on court des risques. On enlève la voiture à quelqu'un, c'est déjà une mort sociale pour certains d'entre eux. Quand on allait travailler avec des seniors, certaines disaient « mais si vous m'enlevez ma voiture, je me tire une balle dans la tête, c'est la mort ». Et c'est réel, ce truc-là. On peut pas le nier. Moi, je ne suis pas un fanatique de la voiture, mais là où j'habite, dans un petit village de 100 habitants, je prends ma voiture aujourd'hui beaucoup plus, alors que je ne l'aime pas du tout, que quand j'avais 18 ans où j'avais d'autres solutions. Donc, c'est aussi ces réalités-là qu'il faut mettre en place. Donc, l'école de conduite française, par rapport à cet accompagnement-là, elle peut jouer un rôle dans le processus. Et c'est un processus pas seulement d'arrêt de la voiture, parce que là aussi, l'intérêt du continuum éducatif, c'est que si je pense à la solution lorsque je ne peux plus conduire, c'est souvent beaucoup, beaucoup trop tard. Il faut le penser bien avant. On commence à être senior, en réalité, nos capacités commencent à baisser beaucoup plus tôt, 25, 27 ans, ça commence à baisser. Donc il y a des tas de signes qui montrent, il y a des tas d'adaptations possibles. Et aujourd'hui, si je prends beaucoup plus le bus, c'est parce que finalement,
j'ai appris à le faire à un moment où j'avais encore le choix, où je pouvais prendre la voiture tout autant. Mais j'ai pris ces habitudes-là. Michael parlait du temps qu'il faut. Tu as parlé de combien? De 60 jours. Mais si on commence à 40 ans, on a plus que 60 jours. On a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc il vaut mieux commencer à cet âge-là et on peut peut-être amener des choses. Merci beaucoup. Alors sur cette expérimentation, petit spoiler, effectivement, je vais dévoiler le lieu choisi pour cette expérimentation. Ce sera donc le territoire de la métropole de Dijon. Ah, pas gagné, mais effectivement. Du coup, Pierre-Olivier, je me tourne vers toi. Quels étaient les critères de choix pour le lieu de cette expérimentation? Et du coup, par conséquent, effectivement, pourquoi ce choix de Dijon? Alors, je ne vais pas dire que c'est à Dijon parce que je ne suis pas encore sûr que ça puisse se faire à Dijon. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on trouvait intéressant dans Choisir une ville, c'est de conjuguer des acteurs différents, c'est-à-dire une ville-centre avec un réseau de transport important et un délégataire qui se sentait impliqué, je dirais, et vraiment partenaire de la démarche, des territoires, je dirais, périphériques, périurbains, qui sont et qui sont presque pour certains semi-ruraux, donc une diversité de public par rapport à ce que disait Gérard, de se dire en fait c'est important de comprendre quand on habite en centre-ville comment on fait, quand on est entre guillemets en banlieue ou en périurbain comment on fait, et quand on est en rural et semi-rural comment on fait, parce qu'on n'a pas les mêmes habitudes, les mêmes usages, les mêmes besoins, et puis de faire ça dans une dynamique, en tout cas dans un territoire qui est ami des aînés, c'est-à-dire qui comprend cette question de la mobilité, mais par rapport à un ensemble d'accompagnement et qui travaille pas de façon saucissonnée les sujets, puisque, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a plein de choses qui se répondent, voilà, entre l'éclairage, la voirie, la mobilité, le lien social, l'approche culturelle, parce que c'est vrai que la mobilité, ce qui nous intéresse aussi de regarder, c'est quand on fait l'usage de la voiture ou d'autres choses, c'est pour faire quoi? Pour aller où? Pour quelles raisons? Et les réponses qu'on va trouver, je dirais en termes de substitution, si ce n'est pas la voiture, on s'y doit adapter les choses, ça va être aussi par rapport à ses usages. Typiquement, dans des grandes villes aujourd'hui, on a des parkings relais. Sauf que parfois, le parking relais, c'est compliqué de comprendre comment ça marche. Donc on en revient toujours à la même chose. Et du coup, c'est aussi d'accompagner dans les usages pour se dire, au final, c'est pas de dire je dois plus faire ce pourquoi j'allais ou ce que j'aime faire, mais c'est de trouver un territoire qui va avoir cette vision d'ensemble et qui va dire aux gens, si c'est parce que tu es allé au spectacle, on va trouver la réponse à partir, je dirais, de l'ensemble des composantes de la mobilité. Voilà. Donc je suis pas sûr que ce soit encore Dijon, parce qu'on est en période préélectorale, donc c'est très compliqué de lancer des projets et tout, mais on va voir comment on s'organise entre nous pour que ça matche sur un territoire qui le fera, mais on a quelques idées. Merci beaucoup. Du coup, je vais passer la parole à Michael. Plus on prend en âge, généralement, moins on aime que les choses changent. On s'adresse du coup à cette expérimentation à une population qui est aujourd'hui fortement dépendante de la voiture, qui était, comme on le disait au départ, un peu contemporaine de son développement. Donc, selon vous, comment on accompagne au changement? Y a-t-il un risque de rupture de lien social, finalement, avec cette question de la mobilité? Voilà, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, mais si vous voulez développer, je vous laisse la parole. Oui, il y a un risque de rupture de lien social. Voilà, Gérard en parlait tout à l'heure, ce n'est pas forcément lié qu'à la mobilité. Donc, voilà, il y a plusieurs facteurs. Nous, on a mis en place, avec des financements de la Banque des Territoires, d'AG2R La Mondiale, avec la CARSAT en Centre-Val de Loire, pour commencer, on a mis en place une expérimentation qu'on appelle des équipes spécialisées mobilité. J'ai bien aimé ce que tu disais tout à l'heure sur repérer les capacités, avant de parler d'incapacité. En fait, nous, notre travail dans les équipes spécialisées mobilité, c'est de repérer les capacités restantes de la personne. Quelles sont ses capacités de marche, quelles sont ses capacités de réflexion, quelles sont ses capacités cognitives, quelles sont ses motivations, quelles sont ses capacités d'apprentissage, parce que le vieillissement n'est pas une maladie, mais dans le processus de vieillissement, on perd des capacités. Et donc, on va se concentrer sur un ou deux trajets essentiels pour la personne, qui la motivent, parce qu'il y a aussi une question de motivation. Est-ce que mon trajet préférentiel, c'est d'aller
au club de musique? Est-ce que c'est d'aller faire mes courses? Est-ce que c'est d'aller le matin au PMU pour faire mon jeu? Voilà, chacun a ses motivations. Et donc l'idée, c'est d'accompagner ces personnes entre 2 et 6 mois, parce que l'expérimentation qu'on a lancée depuis mars dernier, on s'aperçoit qu'on a des accompagnements qui sont longs, on est sur du temps long, mais ça fonctionne. À partir du moment où on accompagne bien les personnes dans ces transitions et dans ces changements d'habitude de vie, on a des personnes qui se remettent à sortir de chez elles, on a des personnes qui reprennent des activités qu'elles aimaient faire, qu'elles ne pouvaient plus faire, et que de nouveau, elles peuvent faire. On a même des personnes qui nous ont dit, je vais peut-être reprendre la voiture, mais avec une boîte automatique. C'est peut-être plus adapté à mes capacités. Très bien, on n'est pas là pour dire aux personnes d'arrêter de conduire, surtout pas. Mais si la voiture, c'est une solution, eh ben, reprenez confiance en vous, allez voir effectivement l'auto-école, reprenez peut-être 1 ou 2 leçons, et puis vous allez voir que vous allez reprendre confiance en vous. Et donc, on a toutes ces personnes. Aujourd'hui, 100% des personnes que l'on suit, donc sur une vingtaine, sont des femmes. Là aussi, ça pose question aussi sociologiquement sur l'homme et la conduite, la femme et la conduite. Mais aujourd'hui, les vieux sont des vieilles, mais pas que quand même. On a aussi beaucoup d'hommes. Donc voilà, cette expérimentation, elle fonctionne. Aujourd'hui, sur le centre-Loire, Tours et Blois, on la lance depuis ce mois-ci dans le Val-de-Marne. On travaille aussi avec la filière gériatrique de la PHP. Et elle commence aussi à la fin de ce mois, enfin là, parce qu'on est déjà à la fin du mois, avec Lyon, avec l'Institut du vieillissement des hospices civils de Lyon. Donc voilà. Donc on a trois territoires d'expérience. On attend aussi une réponse de la CARSAT en Bourgogne-Franche-Comté pour pouvoir développer aussi ces équipes spécialisées mobilité sur l'ensemble de la région BFC. Voilà. On a une ambition de 20 structures avant la fin d'année. Et puis, on travaille aussi avec Gérard sur un petit projet sympa de truck des mobilités. Donc voilà, aller aussi sensibiliser le plus tôt possible ces personnes sur leur capacité de conduite et sur les différentes possibilités qu'elles peuvent avoir sur un territoire pour continuer à rester mobile. Donc on va pouvoir sur la fin reprendre un peu ce terme de possibilités, de différentes possibilités qu'on peut avoir. Quand on mentionnait Dijon, on mentionnait aussi le fait que c'est une métropole avec un nombre d'options de transport assez élevé. Donc Stéphanie, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Comment est-ce qu'un réseau de transport finalement dans ces pluralité de solutions sont essentielles effectivement dans cet accompagnement à la mobilité? On va déjà... Je pense qu'en filigrane, dans tout ce qu'on parle, dans tout ce qu'on évoque au sujet de cette expérimentation, c'est d'abord l'écoute des besoins, l'écoute des envies, l'écoute des désirs, comme disait Gérard. Et bon, là, on a un territoire où effectivement, on a un opérateur qui est en charge et c'est une singularité française, c'est pour ça qu'on tenait aussi pas mal à Dijon, je dois le dire, un opérateur qui opère à la fois les transports publics, le bus, le métro, le tramway, ne nous emballons pas, mais également le vélo, mais également le stationnement. Parce qu'effectivement, le stationnement, c'est une donnée essentielle. C'est comment tout à coup, quand je ne peux plus me garer devant chez mon médecin, comment je fais? Alors, soit il y a des bancs, ou il n'y a pas des bancs, ou je ne sais, ou que sais-je, mais toujours est-il que voilà. Donc là, on a un opérateur qui gère le stationnement. Donc c'est aussi très intéressant de ce point de vue. Et donc on va écouter dans nos panels les représentants des publics seniors. On va entendre leurs désirs. Et puis en étroite collaboration avec l'agglomération et l'opérateur, j'espère qu'on pourra à terme influer les contrats de délégation et on pourra infuser au niveau dans tous les réseaux de France. Petit ou grand, parce qu'effectivement, il n'y a pas du transport public partout non plus. Pour autant, il n'y en a pas nulle part non plus. On a dans l'observatoire que je signalais tout à l'heure, on est quand même stupéfait de voir des personnes nous dire qu'il n'y a pas d'offre de transport. C'est simplement parce que le bus ne s'arrête pas devant. Alors, je ne parle pas des publics seniors, là, tout le monde. Ceux qui n'ont pas d'offre de transport sont en général plutôt ceux qui ont entre 35 et 50 ans. Les jeunes les trouvent, les plus âgés les trouvent, mais les 35-50 ans, visiblement, ne sont pas dotés en transport. Donc, soit on a mis un habitat différencié selon les âges, je ne sais pas, mais enfin, voilà. Donc, aussi faire prendre conscience qu'il existe des transports un peu partout, mais pas partout. Il y a des solutions complémentaires, je les évoquais tout à l'heure, le covoiturage, l'autopartage, le transport à la demande aussi, et d'où l'utilité de cette écoute
l'écoute et de cet échange. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était effectivement une belle conclusion dans ce qu'on a pu évoquer jusqu'à présent. Effectivement, la participation active des publics étant quand même le fer de lance et la façon la plus opérationnelle de penser des solutions avec et pour les publics. Peut-être qu'il nous reste un peu, du coup, peut-être 5 minutes pour une question dans la salle, s'il y en a. Du coup, j'ai... Si tu veux répondre. Alors, la voirie, c'est quelque chose de très compliqué parce que d'une part, il y a beaucoup de normes. Et puis, il y a il y a la topographie naturelle avec laquelle il faut arriver à gérer. Il y a un travail qu'on essaye de faire avec les acteurs sur la signalétique. Mais voilà, tu parlais tout à l'heure de gens, par exemple, qui sont en rééducation et tout. C'est vrai que, par exemple, être non-voyant quand on est une personne âgée avec la DMLA, c'est pas être non-voyant quand on est né sans voir. Et du coup, on n'a pas les mêmes repères de l'espace et tout. Donc là, on est plutôt sur aussi un travail d'accompagnement, je dirais, individualisé par rapport au périmètre de vie des gens. Mais je dirais que l'adaptation ou la signalisation à outrance, à un moment donné, il y a des conflits d'intérêts entre les usages et que ce qui va être bien pour l'un va desservir l'autre. Et du coup, ça peut aussi créer du frottement entre différents utilisateurs. Donc, il faut arriver à composer avec ça. Et souvent, les bonnes réponses, on en revient un peu à ce qu'on dit, c'est de faire les choses avec les gens. C'est vrai que nous, dans des villes amies des aînés, souvent, on invite vraiment les territoires à faire des parcours en marchant avec différents types d'utilisateurs pour en fait regarder les choses, comprendre ce qui existe et comprendre ce qu'on peut adapter sans forcément être sur la norme. Par exemple, aujourd'hui, il y a une norme sur les passages piétons et des plaques podotactiles pour quand on est non-voyant, savoir qu'on est devant le passage piéton. Sauf que la plaque podotactile, elle peut être en plastique, elle est dans la norme. Voilà, mais j'en reviens à quand il gèle, en fait, une personne âgée avec sa canne et tout, elle peut glisser. Pourtant, on va vous dire, moi, j'ai respecté la norme. Donc, en fait, entre la norme et l'usage, il y a une grosse marge. Et c'est compliqué. Donc, il faut réfléchir ensemble. Et il faut accepter, je dirais, les défauts entre l'usage individuel de comment moi je suis et de pas seulement revendiquer en disant, j'ai droit à cette compensation et même si ça nuit aux autres. Et donc, c'est aussi un travail de tolérance entre différents habitants. Et les démarches participatives, elles servent à ça. De comprendre qu'on n'attend pas tous la même chose du territoire et de son usage. Stéphanie, tu fais l'air de vouloir réagir tout à l'heure. La voirie, c'est un sujet. Je crois que c'était toi qui parlais de la loi accessibilité, ou non, c'est Mickaël qui parlait de la loi accessibilité de 2005. Tous les bus de France sont accessibles, tous les tramways de France sont accessibles, les arrêts de bus ne le sont pas. C'est-à-dire, comment ? Alors, bon, j'ai des mauvaises informations. Je suis quand même très étonnée. On parle bien des bus, pas des cars. Attention. Ah oui, je parle des bus, moi. Je parle des bus. C'est une différence fondamentale. Et donc, on a des arrêts qui sont accessibles, mais la voirie pour accéder aux arrêts ne l'est pas. Donc, parce que ça dépend pas ce ne sont pas les mêmes compétences. On a les autorités organisatrices de la mobilité qui s'occupent des arrêts, et puis les mairies qui s'occupent des voiries. Et parfois, alors voilà, le problème de voirie, on n'en aura jamais fini. Alors, il y a un nouvel acte de décentralisation qui s'annonce. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. On verra, mais nous, effectivement, c'est un sujet au quotidien. Et juste en 2 mots, pendant très longtemps, on n'a pas considéré tous les types de handicap. 80% des handicaps sont invisibles. Et pendant très longtemps, le seul handicap dont on parlait, c'était les personnes en fauteuil roulant. Et quand vous parlez à des élus, c'est « Non, mais j'ai pas beaucoup de personnes en fauteuil roulant dans ma ville. » Ok, t'as rien compris, quoi. Tout simplement. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire, de pédagogie, de formation et de sensibilisation aussi de nos élus, de nos architectes aussi. Donc, il y a pas mal de travail. Ouais. Bon, merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là, je crois, malheureusement. Mais merci de votre attention et d'avoir été présent tôt le matin. Merci beaucoup.